Salut à tous et bienvenue dans ce 12e épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous invite à revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtres et trahisons, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Et parlons-en justement de meurtres et de trahisons. La vie du personnage dont nous allons parler aujourd'hui en a été remplie. S'il est avant tout connu pour sa sinistre fin de vie, émaillée de meurtres d'enfants, de magie noire et d'alchimie, il n'a pas toujours eu cette réputation sulfureuse. Grand noble possessionné en Bretagne et en France, guerrier valeureux célèbre pour ses faits d'armes aux côtés de Jeanne d'Arc, et oui, c'est avant tout une personnalité complexe, plongée dans une époque troublée. C'est parti pour ce 12e épisode sur Gilles de Rais, entre ombre et lumière. Avec ce bon Gilou, nous allons découvrir un territoire de l'ouest de la France, coincé entre ses deux suzerains, bretons et français. Les Marches de Bretagne, une zone frontière qui s'étend sur une partie des actuels départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Vendée. Encore aujourd'hui d'ailleurs, les nombreux châteaux ou ruines de forteresses qui émaillent ce paysage bocagé nous laissent imaginer l'histoire troublée de ce petit bout de terre âprement disputé. En ce début de XVe siècle, la vie d'un aristocrate est largement déterminée avant même sa naissance par l'importance de son lignage sur l'échiquier politique. Pour le petit Gilles, qui naît en septembre 1405, ça ne commence pas trop mal puisqu'il est le rejeton d'un lignage puissant. Certes, on ne parle pas de puissants princes qui ont l'oreille du roi, mais d'une famille riche et influente qui a consolidé sa puissance dans l'ombre du duc de Bretagne et du roi de France. Son père, Guy de Montmorency-Laval, possède la baronnie de Rais, un riche territoire situé au sud de la Loire, en gros entre Saint-Nazaire et Noirmoutier, qui prospère notamment grâce aux salines et aux péages sur la Loire. Sa mère, Marie de Cran, appartient à cette puissante famille possessionnée dans l'actuelle Mayenne. Vous connaissez au moins un membre de la famille de Cran, c'est sûr. Si, je vous assure. Vous ne vous souvenez vraiment pas ? Bon, dans ce cas, retournez écouter le premier épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, et notamment la partie où Charles VI décide d'aller en Bretagne. Ça devrait vous rafraîchir la mémoire. Pour le petit Gilles, en tout cas, la vie commence comme celle de tout aristocrate de son rang. Il bénéficie d'une bonne éducation dispensée par un prêtre du nom d'Eustache Blanchet, dont on aura l'occasion de reparler. Sans être érudit, on sait qu'il possédait tout de même une grande bibliothèque d'ouvrages précieux, pas vraiment le genre de bouquin qu'on lit au coin du feu, mais au moins il avait autre chose à montrer à ses invités que des trophées de chasse. Bien que sa famille vive à cheval entre la Bretagne et la France, Gilles parle français et sa famille est plutôt francophile dans ses alliances politiques. L'année 1415 vient mettre un terme à cette enfance paisible. Cette année-là, Gilles perd coup sur coup sa mère, sans doute morte en couche, et son père, mort au choix, du paludisme ou d'un accident de chasse, en fait on ne sait pas vraiment. Le voilà donc orphelin. Mais surtout, pour les connaisseurs de l'histoire médiévale, la date de 1415 a une toute autre signification. C'est celle de la bataille d'Azincourt, un massacre sanglant au cours duquel l'armée anglaise écrase les forces françaises et ouvre la voie à l'occupation du royaume.
Beaucoup de nobles français perdent la vie lors de cette fatale rencontre, laissant un bon nombre de lignages exsangues. Jean de Cran, d'ailleurs le grand-père de Gilles, perd ainsi son fils unique, Amaury. Et cette flèche d'archer anglais bien placée a des conséquences énormes pour Gilles. Il devient d'un coup l'héritier présomptif des terres de son grand-père. Et tout ça m'appartiendra? Absolument tout. Tout ce qui est dans la lumière? Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Alors, on va s'arrêter un peu sur Papy Jean parce que c'est un personnage haut en couleur qui aura une influence déterminante sur la vie de Gilles de Rais. Pour Papy Jean, il n'y a qu'une chose qui compte, l'honneur et la puissance de son lignage. Cette fin justifie à ses yeux à peu près tous les moyens et Papy Jean n'a pas froid aux yeux. C'est un rude guerrier qui n'hésite pas à enlever et à tuer lorsque cela sert ses intérêts, même si ça ne l'empêche pas, bizarrement, d'être également un habile diplomate. Violence et ruse, un cocktail absolument nécessaire pour tout noble désirant survivre et prospérer entre le marteau breton et l'enclume française. En tout cas, Papy Jean est un homme énergique. C'est lui qui a arrangé le mariage de sa fille avec le père de Gilles, dans l'espoir justement de réunir un vaste ensemble territorial. Dès la mort des parents, c'est également lui qui prend la tutelle de Gilles et de son jeune frère, René. Peu importe que le défunt père ait eu d'autres plans pour ses enfants d'ailleurs. Papy Jean sait y faire. Il prend donc Gilles sous son aile puisqu'il estime que le gamin est désormais son héritier. Et oui, Jean de Cran a déjà 57 ans en 1415, il est temps pour lui de préparer sa succession. Et quoi de mieux pour préparer sa succession que d'organiser un beau mariage? Un mariage, j'adore les mariages! Tournée générale! En 1420, Gilles a 15 ans, un âge alors parfaitement raisonnable pour convoler. Papy Jean ratisse la région à la recherche d'un bon parti et finit par trouver la mariée idéale, Catherine de Thouars, héritière d'un bon lignage poitevin dont les terres sont justement voisines de la baronnie de Rais. Quelle chance! Seul problème, les parents de Catherine refusent l'alliance. Mais bon, vous commencez à connaître Papy Jean, il ne s'arrête pas à de telles considérations. C'est même une bonne occasion de démarrer l'apprentissage du jeune Gilles. Sur ses ordres, l'adolescent de 15 ans enlève Catherine pour l'enfermer dans son château et la marier de force. Bon, vous conviendrez que c'est un mariage un peu iconoclaste, mais la politique du fait accompli semble fonctionner, puisqu'en 1422, les parents de Catherine acceptent finalement l'alliance. Ça promet des dîners de Noël animés en tout cas. Voilà, ça c'est pour l'éducation sociale. Côté éducation militaire, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Toujours sous la protection de son papy, Gilles fait ses premières armes en Bretagne, puis en France. Du côté du royaume de France d'ailleurs, ça va pas fort. Après sa victoire d'Azincourt en 1415 donc, le roi d'Angleterre, Henri V, est bien décidé à conquérir la France, rien que ça. En 1417, il débarque en Normandie et lance les hostilités. Le royaume de France est alors paralysé par la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Alors, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 1, voici un petit rappel. En 1392, le roi Charles VI déclare sa première crise de folie. Première parce qu'il va y en avoir beaucoup d'autres. Le royaume perd la tête et la couronne vacille. Deux clans rivaux vont profiter de ce vide de pouvoir pour s'affronter violemment et tenter de reprendre les rênes du royaume. Ces deux clans sont donc celui de la famille d'Orléans, qu'on appellera ensuite les Armagnacs, rien à voir avec la bouteille, et celui du duché de Bourgogne. Voilà, ça c'est pour le contexte général. Déjà, on peut voir que ça sent un peu le sapin. Alors que les Anglais progressent et viennent de prendre Rouen en 1419, les Armagnacs ne trouvent rien de mieux à faire que d'assassiner le duc de Bourgogne, Jean sans peur. Les Bourguignons décident alors de s'allier aux Anglais et forcent le roi fou Charles VI à signer le traité de Troyes. Ce texte, daté de 1420, reconnaît au roi d'Angleterre la souveraineté sur le royaume de France et déshérite le dauphin Charles, qui est obligé de fuir Paris. Désormais, les forces d'occupation anglaises tiennent toute la moitié nord du royaume jusqu'à la Loire. Enfin tiennent. Entendons-nous bien, le pays anglais et le pays fidèle au dauphin Charles sont séparés en fait par une large zone tampon qui vacille entre les deux belligérants.
Charles et ses partisans armagnacs se sont réfugiés au sud du fleuve et tout le monde se moque de ce monarque sans couronne, surnommé le Petit Roi de Bourges. Autant dire que dans tout ce marasme, toute épée est bonne à prendre. Faut là mon fort à faire ici. Allez, rats des mers, quittez vos navires. Et c'est dans ces circonstances que Gilles de Rais participe à ses premières expéditions militaires. Face à l'avancée anglaise, les territoires de sa famille sont directement menacés, et les campagnes se succèdent pour tenter de repousser les envahisseurs. Rapidement, en fait, la situation va se stabiliser. Fini les grandes batailles chevaleresques, la guerre devient une affaire de siège, de coups de main, de rapines et de victoires sans lendemain. Après avoir fait ses premières armes dans la guerre civile bretonne qui oppose la famille des Montfort, celle du duc, à la famille des Penthièvre qui leur conteste le duché, il guerroie pour le roi de France. On sait par exemple qu'il participe à la prise de plusieurs forteresses, dont en 1427 celle de Ramfort, de Malicorne et du Ludet. Cette guérilla épuisante est extrêmement formatrice pour Gilles, qui défend ses terres tout en défendant son royaume. Après tout, la violence est la raison de vivre des aristocrates médiévaux. S'ils possèdent autant de biens, c'est justement pour entretenir des soldats, faire la guerre et défendre le royaume. Mais attendez. Dans l'épisode 1, on avait justement dit que la guerre coûtait super cher au trésor royal parce qu'il devait recruter des mercenaires. Et maintenant, on dit que la guerre coûte super cher aux nobles aussi ? Eh bien en fait, en ce début de XVe siècle, on est un peu à la charnière entre deux systèmes, un peu le cul entre deux chaises si vous voulez. D'un côté, on a le système féodal classique. Le roi donne des terres qu'on appelle le fief aux chevaliers, et en échange, les chevaliers doivent entretenir des soldats et répondre à l'appel du suzerain lorsque celui-ci a besoin d'eux. Théoriquement, le droit d'ost, c'est comme ça qu'on appelle le fait de servir son suzerain, théoriquement, le droit d'ost vaut pour 40 jours. Après ça, les chevaliers ont le droit de plier bagages pour rentrer au domaine. Et oui, sauf que 40 jours, dans le contexte de la guerre de 100 ans où les opérations sont permanentes, ça fait pas beaucoup. Et de toute façon, depuis le milieu du XIIIe siècle, la guerre a beaucoup trop changé pour qu'on puisse continuer à fonctionner uniquement avec le droit d'ost, qui est beaucoup trop restrictif. Non, désormais, les chevaliers se transforment en véritables entrepreneurs de guerre. Ils recrutent des soldats sur leur propre denier, ils font la bagarre au nom du roi, et après, ils se tournent vers le trésor royal pour obtenir un petit quelque chose en dédommagement. Partage quand même. Parfaitement, partage. Un tiers pour l'État, c'est pour lui qu'on travaille. Un tiers pour l'armateur, il nous a prêté son bateau. Et puis s'il reste un petit tiers, on se le partage entre nous comme ça. Et si je dis qu'on est entre deux systèmes, c'est que les relations féodales ne sont pas mortes. Gilles de Rais continue à faire la guerre pour le roi parce que c'est son suzerain et qu'il lui doit fidélité. C'est par contre les modalités de financement qui ont changé un peu. Lorsqu'ils rassemblent des troupes, Gilles et Papy-Jean font un investissement, en quelque sorte. Ils mettent sur la table une mise de départ permettant de recruter des mercenaires et d'équiper les soldats, en espérant que le butin et la générosité du trésor royal leur permettront de rentrer dans leurs frais et pourquoi pas même de réaliser un petit bénéfice. Bon, là où ça se complique un peu pour Gilles et sa famille, c'est que leur allégeance est en fait multiple. Il tient une partie de ses fiefs du roi de France, c'est vrai, mais une autre partie est soumise à la suzeraineté du duc de Bretagne. La baronnie de Rais, par exemple, le cœur de son pouvoir, fait partie de ce duché. Heureusement pour Gilles, le duc de Bretagne, qui s'appelle à l'époque Jean V de Montfort, n'est pas trop regardant sur l'engagement de ses vassaux. Tant qu'ils ne soutiennent pas la famille rivale des Penthièvre, les affreux Jojo qui essaient de reprendre le duché depuis un siècle, ils peuvent aller en France si ça leur chante. Donc, nous y voilà. Gilles guerroie joyeusement dans tout ce bazar. On sait qu'il a participé à la bataille de la Gravelle et peut-être à la bataille de Verneuil-sur-Avre en août 1424, une sanglante réplique d'Azincourt qui siphonne un peu plus les forces françaises. Charles VII avait réussi à recruter des archers écossais pour regarnir ses troupes, mais pas de bol, ils se font quasiment tous oxyre lors de cette rencontre. S'il y était, en tout cas, Gilles s'en est sorti puisqu'il continue ses opérations de plus belle. Oh, mais qu'est-ce qu'une flèche dans la fesse, chevalier? Vous en avez connu d'autres sur les champs de bataille. Certes, messire, mais ce n'est pas vous qui êtes assis dessus.
Dans ce début de carrière militaire, Gilles se place avec son papy Jean sous le patronage d'un puissant seigneur qui s'appelle Georges de la Trémoille. Le dauphin Charles, dans sa petite cour au sud de la Loire, est entouré par plusieurs factions de grands aristocrates qui lui apportent leur soutien financier et militaire tout en conspirant pour s'évincer mutuellement. Un joyeux panier de crabes donc, dans lequel chaque petit noble doit parier sur le bon cheval, s'il veut assurer sa prospérité en tout cas. Et justement, Gilles parie sur le bon cheval, en la personne de Messire de la Trémoille, qui est dans les années 1420 l'étoile montante de la cour de France. Il parvient peu à peu à s'imposer face aux deux autres partis rivaux, qui sont le parti d'Anjou, emmené par la forte figure de Yolande d'Aragon, duchesse d'Anjou et reine de Sicile, et le parti du connétable Arthur de Richemont, un autre grand seigneur breton. Volant de siège en bataille, de coups de main en chevauchée, Gilles de Rais joue donc les hommes de main pour son puissant maître qui fait la pluie et le beau temps à la cour de France. Il est alors, on va dire, dans le ventre mou de la chaîne alimentaire. Un noble certes riche, avec de bonnes relations, mais qui ne sort pas vraiment du lot. Mais heureusement pour Gilles, la gloire va se présenter à lui de la manière la plus inattendue qui soit. Messire de Rais, la pucelle est véritable, le roi lui a accordé sa confiance. Dieu nous appelle aux armes. Rassemblez vos troupes immédiatement. Nous lançons l'offensive sur Orléans, et c'est vous, Messire de Rais, qui mènerez la pucelle à la victoire. Allez, et faites honneur au roi. Le 25 février 1429, Jeanne d'Arc est reçue par le dauphin Charles à Chinon. Venue du duché de Lorraine, elle explique à Charles qu'elle est envoyée par Dieu pour sauver le royaume de France et amener le dauphin à Reims pour s'y faire sacrer. Rien que ça. Elle propose, pour commencer ce joyeux programme, de délivrer la ville d'Orléans, qui est à ce moment-là assiégée par l'armée anglaise. Vous les aimez, vous, les Anglais? Ben oui. Ah, moi, je les aime pas. Il faut dire que côté français, ça commence à sentir le roussi. À l'été 1428, l'armée anglaise commence son mouvement vers le sud depuis Paris. Menée par les comtes de Salisbury et de Shrewsbury ainsi que par le comte de Suffolk, elle arrache une à une les places fortes qui entourent Orléans dans le but d'isoler la ville. Orléans est un objectif stratégique. Véritable verrou sur la Loire, elle est à la fois le passage obligé pour conquérir le sud du royaume et le dernier rempart protégeant le petit roi de Bourges. En clair, c'est le point de bascule. Si Orléans tombe, Charles VII ne sera plus en sécurité dans son réduit territorial. Le 23 octobre 1429, l'armée anglaise met le siège devant la cité, défendue par Jean de Dunois, qu'on appelle aussi le bâtard d'Orléans. Au moment où Jeanne d'Arc déboule à Chinon, ça fait donc 5 mois que la cité est soumise à un blocus féroce. Sur l'avis de plusieurs experts en théologie, le dauphin Charles accepte d'envoyer Jeanne défendre Orléans, avec dans ses bagages du ravitaillement pour aider les défenseurs à tenir. Évidemment, elle n'y va pas toute seule. Vous vous doutez bien qu'une opération aux enjeux aussi énormes attire tous les chefs de guerre en mal de gloire. Arthur de Richemont, le connétable de France, est le capitaine tout désigné pour une telle offensive. Sauf qu'en 1429, Messire de Richemont a décidé de s'éloigner de la cour. Apparemment, il craignait une tentative d'assassinat, il est parti au vert et il ne peut donc pas mener l'assaut. L'autre champion du roi, c'est évidemment Georges de la Trémoille, l'aristocrate le plus en vue de la cour. Sauf que Georges, il aime pas trop Jeanne d'Arc. Il trouve qu'elle lui fait de l'ombre et il n'a pas vraiment envie de s'associer à elle au cas où les choses tourneraient mal. Donc il est parti bouder. Heureusement, il a quand même une super idée. Il va envoyer à sa place ce bon Gilles de Rais, un chef de guerre solide mais sans trop de panache, qui sera parfait pour le job. Arrête, trompette, c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui décide quand on y va. Alors on y va. Chargez! Eh bien c'est décidé, Gilles de Rais accompagnera Jeanne d'Arc pour délivrer Orléans.
Il part avec 2 autres grands capitaines de l'armée française, nommés La Hire et Pothon de Xaintrailles, de sympathiques gascons réputés pour leur efficacité. Comme Gilles de Rais, ce sont des durs à cuire, et pourtant, la perspective d'une telle opération a de quoi donner des sueurs froides. Les sièges de ville sont réputés pour être extrêmement dangereux. Il ne sera pas facile d'aller déloger les Anglais qui ont fortifié leur position des 2 côtés de la Loire. La faim et les maladies sont les compagnons habituels de ce type d'opération, et depuis 30 ans, une menace nouvelle se cache derrière les remparts, celle de l'artillerie, ces bouches à feu encore rudimentaires, mais d'une puissance ravageuse. Une petite flamme dans l'ombre d'un créneau, un bruit de tonnerre, et paf, la guerre est finie pour vous. Courage, Mérion. Courage pour nos amis. Malgré tous ces dangers, notre Gilles n'a pas froid aux yeux. Cette campagne est son passeport pour l'éternité, et il se bat comme un lion pour faire triompher les armées françaises. Ses compagnons sont d'ailleurs impressionnés par son courage, lui qui n'hésite pas à se lancer à l'assaut des positions fortifiées par les Anglais. Galvanisés par la présence de Jeanne d'Arc, les troupes françaises parviennent à arracher la victoire le 8 mai 1429, après avoir reconquis le fort Saint-Loup, celui des Augustins et enfin le fort des Tournelles. Une fois la ville d'Orléans délivrée, le dauphin Charles brûle de lancer la suite des opérations. Gilles participe activement à la prise de Jargeau et à la bataille de Patay, 2 grandes victoires françaises du mois de juin qui consolident la position du dauphin au nord de la Loire. Enfin, la route de Reims est ouverte. Sans grande difficulté, l'armée française traverse la Champagne en direction de la cathédrale de Reims, où les rois de France se font sacrer depuis Louis le Pieux. Gilles mène l'avant-garde et le roi le charge même d'une mission honorifique, se rendre à l'abbaye Saint-Rémy pour aller y chercher la Sainte Ampoule, ce petit récipient contenant l'huile divine grâce à laquelle les rois peuvent être sacrés. Après le sacre, reconnaissant le courage manifesté par Gilles, le roi l'élève à la dignité de maréchal de France. Je ne sais pas si vous imaginez l'insigne honneur pour ce noble des Marches de Bretagne qui se trouve ainsi distingué par ses faits d'armes. Pour un aristocrate du XVe siècle, c'est la success story parfaite. Toutes les planètes sont alignées et l'étoile de Gilles de Rais semble monter plus haut que jamais. Rapidement toutefois, la lueur de la fortune se met à vaciller. En septembre 1429, l'armée royale, toujours accompagnée par Jeanne d'Arc, met le siège devant Paris, tenu alors par les troupes anglaises et bourguignonnes. Sauf que Paris, c'est une autre paire de manches qu'Orléans. La ville est immense, puissamment fortifiée et ne tombera pas sans un long siège. Dans le conseil du roi d'ailleurs, la perspective d'une telle opération ne ravit pas tout le monde. Arthur de Richemont, le connétable, est plutôt va-t-en-guerre. Il veut en découdre et se fait le partisan d'une guerre à outrance contre les Anglais et leurs alliés bourguignons. Georges de la Trémoille, lui, est plutôt pragmatique. Il prêche pour une alliance avec le parti de Bourgogne et estime que les opérations militaires sont trop coûteuses par rapport à la solution diplomatique. L'échec des premiers assauts contre Paris donne d'ailleurs raison à la Trémoille.
Convaincu, Charles VII décide de battre en retraite, laissant sur place une Jeanne d'Arc furieuse qui refuse d'abandonner le combat. Gilles de Rais doit suivre le mouvement. Il repart avec le roi et son maître, et la suite, vous la connaissez. Jeanne d'Arc est capturée à Compiègne par les troupes bourguignonnes le 23 mai 1430. Transmise aux Anglais, elle est accusée d'hérésie par le tribunal ecclésiastique de Rouen. Reconnaissant d'abord ses accusations, elle revient ensuite sur sa parole. Cet acte fait d'elle une relapse, c'est-à-dire une chrétienne retombant dans son erreur après en être sortie, ce qui constitue, aux yeux de l'Église, un crime particulièrement grave. Elle est en conséquence condamnée au bûcher et brûle à Rouen le 30 mai 1431. Alors, beaucoup a été dit et écrit sur les relations entre Gilles de Rais et Jeanne d'Arc, souvent d'ailleurs sur le mode la pucelle et le monstre. Bon, en fait, la vérité, c'est qu'on n'en sait à peu près rien. Il ne faut pas oublier que sans le procès qui marque la fin de sa vie, le nouveau maréchal de France serait resté un illustre inconnu, aux yeux de l'histoire en tout cas. Ce qui est certain, c'est que l'expérience Jeanne d'Arc a fortement marqué Gilles de Rais. Les campagnes qu'il a menées à ses côtés ont fondé sa gloire militaire, et on sait que c'est à contre-cœur qu'il a suivi le roi en abandonnant la pucelle. Certains historiens ont même avancé l'idée qu'il aurait tenté de la secourir lorsqu'elle était emprisonnée à Rouen. Il est vrai que Gilles et son copain Lahire étaient dans le coin de Louviers au printemps 1430 pour assiéger la cité, c'est pas très loin de Rouen, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Il y a de quoi nourrir beaucoup d'élucubrations, mais rien de vraiment tangible. À la fin de sa vie, dans les dernières années de la décennie 1430, il aurait également soutenu Jeanne des Armoises, une femme qui déclarait être la véritable pucelle ressuscitée. L'épisode est assez difficile à interpréter et les sources sont plutôt rares, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Ce qui est sûr par contre, c'est que Gilles de Rais était extrêmement croyant, comme du reste la plupart des hommes de son époque. Ça peut paraître un peu paradoxal pour un rude guerrier habitué à des passe-temps assez peu évangéliques, mais le monde de Gilles de Rais était peuplé de saints et de démons. Sans avoir à spéculer sur les relations personnelles entre le chef de guerre et la pucelle, on peut être sûr que l'aura divine entourant Jeanne d'Arc a eu une forte influence sur Gilles de Rais. Il l'a suivie au combat avec la certitude qu'elle était l'envoyée de Dieu pour redresser le royaume de France, après tout. Vous imaginez un peu l'effet qu'a pu avoir sur lui la condamnation de son ancienne compagne d'armes pour hérésie. Certes, le procès était largement politique, mais tout de même, elle a été condamnée par l'Église. Pour quelqu'un comme Gilles, cet événement devait être bouleversant et susciter de profonds doutes. L'Église se trompait-elle ou avait-il lui-même, sans le savoir, prêté main forte à une hérétique ? Le supplice de la pucelle marque en tout cas un tournant dans sa vie. Après 1431, on sent que le cœur n'y est plus trop. Il continue à guerroyer pour le compte du roi de France, mais plutôt dans ses propres territoires en Bretagne et dans les marches de Bretagne, et il se désengage peu à peu de la vie de cour, d'autant plus que son maître, Georges de la Trémoille, n'est plus tellement en grâce. On le sent un peu désabusé, il n'a plus vraiment le ressort nécessaire pour se chercher un nouveau maître et continuer de creuser son sillon auprès du roi. Pourtant, il n'a alors que 29 ans. Il est donc dans la force de l'âge. Deux événements le poussent cependant à couper les liens avec son ancienne vie.
Le premier événement, c'est la mort de son grand-père, Jean de Cran, qui passe l'arme à gauche en 1432. Ce décès est un coup dur pour Gilles de Rais, car Papy Jean était un véritable mentor pour le jeune homme. Ayant les intérêts du lignage chevillés au corps, c'est lui qui a soutenu l'ascension de son petit-fils depuis le décès de son père. Le second événement, en 1435, a beaucoup plus d'ampleur. Il s'agit du traité d'Arras, un acte diplomatique qui scelle la fin de la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Pour le parti pragmatique à la cour, ce traité est une excellente nouvelle. Le royaume va enfin pouvoir se concentrer sur l'envahisseur anglais sans avoir la menace permanente de la Bourgogne dans son dos. Mais pour Gilles de Rais, il s'agit d'une nouvelle trahison. Il n'a jamais été favorable à cette alliance, d'autant plus que ce sont les Bourguignons qui ont capturé et vendu Jeanne d'Arc. Vous l'avez compris, après 1435, notre bon Gilles se retire dans ses territoires et rompt peu à peu ses liens avec la cour royale. Il ne dispose plus de protecteurs puissants auprès du roi, et c'est alors que les problèmes vont commencer pour lui. Avec le traité d'Arras, arrive en 1435 une autre mauvaise nouvelle pour Gilles de Rais, qui cette fois-ci le touche directement. Sa fille Marie, son frère René et d'autres parents issus de branches collatérales de son lignage portent à la connaissance du roi un mémoire dans lequel ils accusent Gilles de Rais de dilapider l'héritage de la famille. Le mémoire va même presque dans la diffamation en attaquant la réputation du baron. Il boit trop, il mange trop, ses mauvaises manières irritent son entourage et il aurait perdu tout sens commun. Venant de sa propre famille, c'est un coup dur. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait de son argent, le gars Gilles ? Est-il vraiment si dépensier ? Eh ben la vérité, c'est que les affaires vont pas fort. Depuis l'affaire Jeanne d'Arc, le baron a énormément dépensé. Et la richesse confortable dont il dispose ne suffit plus à éponger toutes ses dettes. Déjà, il y a les dépenses militaires. Et oui, il en faut de l'argent pour recruter tout ce petit monde. Donnez que nenni, rien n'est gratuit. Durant les années 1430, Gilles de Rais a beaucoup guerroyé, que ce soit au service du roi ou pour défendre ses propres territoires. Oui, mais comme vous l'avez compris, avec la disgrâce de Georges de la Trémoille, son puissant protecteur, le baron a de plus en plus de mal à se faire rembourser de ses dépenses militaires. L'accès au trésor royal se fait de plus en plus difficile pour lui et le robinet se tarit. Un peu comme un investissement qui tourne mal, les dépenses ne cessent d'augmenter alors que les recettes sont en chute libre. À côté de ses dépenses militaires, Gilles de Rais est très généreux dans ses dépenses somptuaires. Les dépenses somptuaires, ce sont tous les frais engagés pour maintenir et affirmer son rang. Gilles est un grand noble, il se doit donc de faire étalage de sa puissance et de ses moyens financiers. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, puisqu'il en a plus beaucoup, des moyens financiers. En fait, c'est même un cercle vicieux. Moins son étoile brille fort, plus il est obligé de dépenser pour sauver sa réputation et conserver son rang. On pourrait penser que ce sont des dépenses inutiles, qui accroissent ses difficultés financières, alors qu'il devrait plutôt faire des économies. Mais n'oublions pas que la réputation est un élément absolument déterminant dans la société médiévale. Ce qui compte, ce n'est pas tant la réalité de votre rang, mais la façon dont vous le mettez en scène. Et pour un noble, la réputation se défend à coups de somptueux vêtements, de puissantes forteresses, de magnifiques chapelles et de nombreux serviteurs. C'est un peu comme aujourd'hui finalement. Si vous allez en Thaïlande mais que vous ne faites pas de story sur Instagram, et ben dans ce cas, personne ne vous reconnaîtra le statut de globe-trotter auquel vous aspirez. En tout cas, faire des économies n'est simplement pas possible dans ce mode de vie, et c'est même contraire à l'éthos aristocratique. Un grand noble est par nature dépensier. S'il fait des économies, on va commencer à se dire que les affaires vont mal, et qu'il n'est peut-être pas aussi puissant qu'il en a l'air.
D'ailleurs, rappelez-vous, c'est la leçon la plus importante que Papy Jean a inculquée au jeune Gilles. Peu importe ta richesse, peu importe le nombre de tes soldats, si tu laisses ton honneur s'entacher, tout cela ne vaudra plus rien. Bref, Gilles a tout un train de dépenses somptuaires pour compenser son étoile en perte de vitesse. En 1434, il a par exemple financé une grande partie d'un gigantesque spectacle appelé le Mystère d'Orléans. C'est une sorte de pièce de théâtre racontant le siège d'Orléans, cet épisode fondateur de la gloire militaire de l'ancien compagnon de Jeanne d'Arc. En plus donc de payer des intermittents du spectacle au Zénith d'Orléans, Gilles fait construire à Machecoul, dans l'une de ses principales forteresses, une magnifique chapelle dédiée aux saints innocents. Bon, jusque-là, rien de très original. Pour copier le modèle des rois de France avec Saint-Denis, de nombreux lignages nobles ont fait construire leur propre chapelle pour s'y faire enterrer avec toute leur dynastie. Sauf que notre Gilles, il a vu les choses en grand. La chapelle est dotée de son propre personnel de chanoines, d'objets du culte précieux, et surtout, elle est animée par un chœur de jeunes enfants, choisis par Gilles pour la pureté de leur voix. En plus du mystère d'Orléans et de cette fameuse chapelle, Gilles se déplace beaucoup car ses domaines sont fort vastes. Comme tous les grands seigneurs d'ailleurs, il traîne avec lui une suite de centaines de personnes. Cuisiniers, valets, garçons d'écurie, pages, boulangers, soldats, etc., etc. Autant dire que tout ce petit monde coûte cher au trésor du baron. Et je ne parle même pas du coût faramineux que réclame la gestion de son domaine. En ces temps où les Anglais rôdent partout, il faut entretenir de nombreuses forteresses et évidemment payer leur garnison. Donc voilà, Gilles n'a plus une thune. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, vous savez qu'il y a en gros deux stratégies possibles. Soit réduire la voilure et baisser les dépenses, soit augmenter les recettes. Vous l'avez compris, réduire la voilure est absolument inconcevable pour Gilles de Rais. Reste donc la deuxième solution. Pour essayer de redresser la barre, le baron se met à vendre des terres en quantité industrielle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ses héritiers se plaignent auprès du roi. Ils voient leur héritage se disperser aux quatre vents sous leurs yeux, forcément ça les enchante pas. À la suite de ce mémoire d'ailleurs, Charles VII décide d'interdire à Gilles de poursuivre les ventes de ses terres. Et oui, sauf que cette interdiction ne vaut que pour les territoires français, et le baron continue à vendre joyeusement côté breton. C'est d'autant plus facile d'ailleurs que le duc de Bretagne cherche en permanence à grignoter du terrain à la frontière entre les deux États et il se porte acquéreur, directement ou via ses fidèles, d'une grande partie des terres vendues par Gilles de Rais. Voyant que le business de l'immobilier ne suffit pas, le baron décide de se lancer dans un investissement autrement plus risqué, mais dont il espère tirer de fructueux bénéfices. Par l'intermédiaire de son confesseur Eustache Blanchet, il recrute un ecclésiastique florentin, un certain Francesco Prelati, qui se dit versé dans un certain nombre d'arts, dont l'alchimie. Ensemble, avec le savoir de Prelati et l'argent de Gilles, ils vont essayer de fabriquer de l'or. Je dis investissement parce que l'alchimie, ça coûte cher. Il faut équiper tout un laboratoire de fours, de cornues et d'autres alambics et se procurer des matières premières rares et précieuses. Ici, on expérimente, on teste les nouvelles idées, les nouvelles blagues. Sans thune. Bon, comme vous vous en doutez, l'expérience ne fonctionne pas tellement. Prelati est en fait une espèce d'escroc et sa relation avec Gilles de Rais va rapidement dépasser le simple stade de la recherche scientifique. Comme vous le voyez, le baron est déjà sur une pente savonneuse. Mais le véritable basculement qui va le mener à la potence se produit au mois de mai 1440. Ce jour-là, Gilles de Rais est colère. Il a vendu quelques semaines auparavant une seigneurie, celle de Saint-Étienne de Mer-Morte, à la famille Le Ferron, un lignage breton très proche du duc. Sauf qu'il estime finalement avoir été arnaqué. Bon, c'est pas la première fois qu'il se fait rouler dans la farine, à vrai dire. Il a tellement besoin de liquidités qu'il brade ses domaines pour trouver au plus vite un acquéreur. Mais là, c'en est trop. Il veut obtenir réparation et récupérer ses terres. Histoire de mettre la pression au Le Ferron, il s'inspire des idées de feu Papy Jean et débarque dans l'église de Saint-Étienne pour capturer Jean Le Ferron, le curé, en plein pendant la messe.
J'ai été dérangé pendant ma messe par un énergumène qui était habillé de façon très excentrique. Il dit qu'il est le comte de Montmirail, de patati patata. Enfin, franchement, il a l'air zinzin. Là, clairement, Gilles de Rais est allé trop loin. Capturer des gens, ça passe encore, mais Jean le Ferron est un clerc. Et les clercs bénéficient d'une forte immunité. Les affaires qui les concernent sont justiciables des tribunaux ecclésiastiques et mettre la main sur l'un d'entre eux peut causer de graves ennuis. Le duc de Bretagne réagit rapidement et envoie ses hommes appréhender Gilles de Rais avant de l'enfermer à Nantes. Dès le 13 octobre 1440, 2 procès sont lancés en parallèle. Un procès civil pour félonie envers le duc et un procès ecclésiastique pour avoir porté la main sur un clerc. En tout cas, ce sont les 2 prétextes utilisés par les autorités. Car l'enjeu majeur du procès porte en réalité sur d'étranges rumeurs qui courent à propos des agissements de Gilles de Rais depuis 1432. Depuis quelques années, en effet, on raconte que des enfants disparaissent autour des châteaux de Gilles de Rais quand le baron vient y séjourner. Au début, ces disparitions ne provoquaient guère d'inquiétude. Dans ces années troublées où la guerre faisait rage, il n'était pas rare que de jeunes hommes décident de partir chercher fortune ailleurs ou d'intégrer la suite du baron au moment où il repartait dans un autre château. Mais les mois se succèdent et les disparitions se font de plus en plus nombreuses. Les langues se délient et certains habitants proches des châteaux de Gilles de Rais disent que les cheminées du château crachent des fumées noires et malodorantes. Silencieuse, la rumeur se répand dans le pays des Marches de Bretagne. Bref, il se passe quelque chose de pas net. Il est tout à fait possible que les autorités aient été au courant de ces rumeurs qui couraient depuis au moins 8 ans. La mort de Papy Jean semble avoir été un point de basculement dans le comportement de Gilles de Rais, et les disparitions sont suffisamment nombreuses pour attirer leur attention. Sauf qu'en 1432, le baron, il est encore bien en vue et puissant. Pour pouvoir obtenir la vérité sur ces rumeurs, il faudrait d'abord mettre la main sur ce grand noble, armé jusqu'aux dents, et dont les domaines sont truffés de forteresses. Ce serait pas chose facile. En 1440, par contre, les autorités n'ont plus de tels scrupules. Affaibli et désargenté, isolé de toutes parts, Gilles de Rais ne peut même plus se défendre. L'heure de la vérité a enfin sonné. Au début du procès, le baron refuse catégoriquement de parler et nie en bloc les atrocités qui lui sont reprochées. Puis, un revirement semble se produire. Est-ce son excommunication qui retranche de la société chrétienne cet homme très croyant ? Est-ce l'afflux de témoignages accablants de la part de ses complices ? Ou encore la menace de la torture ? En tout cas, il n'a pas l'air dans son assiette. Écoutez un peu ce qu'en disent les actes du procès. Le susdit Gilles de Rais, accusé, se mettant à genoux et exprimant la contrition par de grands soupirs, douloureusement et dans les larmes, sollicita humblement d'être absous par écrit de la sentence d'excommunication portée contre lui. Gilles décide finalement de se confesser et de raconter dans le détail les crimes qu'il a commis. Et alors accrochez-vous parce qu'on ne parle pas d'un vol de vélo. Dans sa recherche effrénée de moyens financiers, Gilles de Rais s'est livré très tôt à ce qu'on peut appeler des rites sataniques. Magie noire, invocation de démons et messe noire. Il cherche par tous les moyens à obtenir l'aide du diable pour remplir sa bourse désespérément vide. En fait, les actes du procès nous apprennent surtout qu'il s'est fait complètement arnaquer par son poteau Prelati, le soi-disant savant. Écoutez un peu. Le dit Francesco avait un livre qu'il avait apporté d'Italie, dans lequel il avait le nom de plusieurs démons et les paroles pour les invoquer. Pour faire les dites évocations, il traçait sur la terre des signes en forme de cercle et des caractères. Le dit Gilles, accusé, à aucune de celles-ci n'aperçut ni ne vit aucun diable à qui parler, ce dont il fut très irrité et déçu. On comprend qu'il soit pas content, mais Francesco a toujours de bons arguments, comme le raconte cet autre paragraphe. Item, le dit accusé confessa qu'il voulut assister à une évocation que Francesco allait faire, et que ce dernier ne voulut pas de sa présence. Et qu'au retour de la dite évocation, il affirma au dit Gilles qu'il aurait couru un grand danger,
car il était apparu à Francesco un grand serpent dont il avait eu grande peur. Pas de bol donc, les grands serpents apparaissent seulement quand Gilles n'est pas là. Quelle tuile! Ah, dites-moi Micheline, cette nuit il y avait un gros serpent dans mon lit. Oh, je vous en prie, monsieur cousin. Non mais il a fallu que je joue de la flûte pour qu'il se calme. Oh. Rapidement, ces rites s'accompagnent de meurtres d'enfants ou de jeunes hommes. Certaines de ces proies étaient sacrifiées au diable, mais elles étaient avant tout de la chair fraîche pour nourrir les penchants pédophiles et sadiques de Gilles de Rais, qui se délecte des meurtres barbares, assortis de tortures et de sévices qu'il commet dans les caves de ses nombreux châteaux. Alors, je vais vous lire quelques extraits de ses confessions, mais je vous préviens, ce sont des passages assez trash. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de choses, il vaut mieux que vous avanciez de quelques minutes, d'accord? C'est bon? Le dit Gilles, accusé, confessa que, pour son ardeur et sa délectation sensuelle, il prit et fit prendre un si grand nombre d'enfants qu'il ne saurait le préciser avec certitude, lesquels il tua et fit tuer, avec lesquels il commit le vice et le péché de sodomie. Et il dit et confessa qu'il émettait la semence spermatique de la façon la plus coupable, tant avant qu'après la mort des 10 enfants. Lui-même et parfois d'autres complices infligeaient divers genres et manières de tourments. Tantôt il séparait la tête du corps avec des épées, des dagues et des poignards. Tantôt il les frappait violemment sur la tête avec un bâton. Tantôt il les suspendait dans sa chambre avec une corde pour les étrangler. Il faisait cruellement ouvrir leur corps et se délecter de la vue de leurs organes intérieurs. Comme on le voit, une belle bande de psychopathes donc. Bien sûr, il n'a pu capturer, violer et tuer toutes ses victimes seul. Il est aidé par plusieurs acolytes, dont le fameux Francesco Prelati, qui a sans doute participé à une partie des crimes. 2 autres hommes sont appréhendés, Étienne Corrillo et Henriet Grillet, les âmes damnées qui jouaient les rabatteurs pour le baron. Un 3e homme, Gilles de Sillé, est un membre de sa famille, en l'occurrence un parent de la dernière femme de Jean de Cran, son grand-père. Il s'enfuit dès le début du procès et les autorités n'arrivent pas à mettre la main sur lui. Ensemble, ils usaient de tous les artifices pour assurer un approvisionnement constant en jeune proie pour Gilles de Rais. Tantôt en promettant monts et merveilles aux parents pour prendre leur enfant, tantôt en ratissant le pays pour trouver un de ces innombrables orphelins que la guerre avait jetés sur les chemins. Il faut dire qu'avec la brutalité des opérations militaires en Normandie et dans les Marches de Bretagne, beaucoup de jeunes gens se retrouvaient sans toit ou sans parents pour les aider, et cherchaient à s'employer là où ils le pouvaient. Les 3 comparses ont également aidé le baron à brûler les corps pour effacer toute trace du crime, d'où les fumées noires dont se plaignaient les habitants du territoire. Gilles de Rais et ses complices confessent avoir accompli leurs crimes dans plusieurs résidences du baron. Dans les châteaux de Tiffauges, de Machecoul et de Chantossé, qui sont tous les 3 aujourd'hui en ruine, mais également dans les résidences urbaines de Bourgneuf-en-Retz et de Nantes, et même une fois dans une auberge de Josselin. Tout cela d'ailleurs, Gilles de Rais le confessait à son chapelain, Eustache Blanchet, le compagnon de toujours, qui connaissait l'ampleur du crime, mais qui en gardait le secret. En seulement 10 jours, les juges civils et ecclésiastiques ont recueilli suffisamment de témoignages pour identifier clairement les crimes. Côté civil, ce sont l'infanticide et la sodomie. Côté ecclésiastique, l'invocation du démon et le crime de lèse-majesté divine. La condamnation à mort est prononcée et le supplice se tient à Nantes le 26 octobre 1440. Gilles de Rais et ses 2 acolytes sont pendus puis brûlés. Dans une logique très chrétienne cependant, la confession du baron et sa demande de pardon justifient un traitement de faveur. Alors que les flammes ont à peine léché le corps, il est tiré du bûcher et enterré chrétiennement. Ainsi prend fin, à seulement 35 ans, la vie de cet homme passé de la lumière la plus éclatante à l'ombre la plus noire.
Bon, vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas utilisé de conditionnel pour décrire les crimes de Gilles de Rais. Aujourd'hui, les historiens spécialistes de la période s'accordent à dire que le baron était bel et bien coupable. Pour commencer déjà, le procès a donné lieu à un grand nombre de témoignages, recueillis de manière précise. On dispose encore par exemple de la fameuse confession de Gilles de Rais. La procédure judiciaire était évidemment différente d'aujourd'hui, mais l'affaire ne semblait pas faire de doute à l'époque. Visiblement, personne ne doutait de la culpabilité de Gilles de Rais au moment de son procès. On est loin en tout cas du procès de sorcellerie avec des accusations sans fondement et de la torture à gogo pour obtenir des aveux. Par ailleurs, le procès de Gilles de Rais n'avait pas, en tout cas pour autant qu'on puisse en juger, de dimension politique. En 1440, le baron n'a plus vraiment la cote et le duc de Bretagne ne gagne rien à l'accuser de crimes horribles. Comme on l'a vu, la conduite de Gilles de Rais face au Leféron aurait suffi à le condamner. Pas besoin de rajouter des crimes de pédophilie et de magie noire, le dossier était déjà suffisamment solide. Le roi de France n'intervient pas dans le procès et son action contre Gilles de Rais s'est limitée à une interdiction de vente de terre après le mémoire déposé par ses héritiers. Bref, tout nous porte à croire que le baron était bel et bien le monstre dont il a lui-même donné la description dans sa confession. Et si je vous le dis, c'est parce que 2 procès en réhabilitation, enfin des procès, ont été organisés hors du circuit judiciaire pour démontrer l'innocence de Gilles de Rais et la manipulation politique dont il aurait été victime. Ces 2 événements se sont tenus en 1992 à l'instigation de l'écrivain Gilbert Proutot et de l'avocat Jean-Yves Goënaud-Brissonnière, mais ne peuvent évidemment pas être mis sur le même pied que les ouvrages scientifiques consacrés à la personne de Gilles de Rais et à ses crimes. De mon côté, l'aspect qui m'a le plus marqué dans la vie de Gilles de Rais, c'est vraiment son côté hors norme. On parle tout de même d'une époque où la violence au sein de la noblesse était monnaie courante. C'était même d'ailleurs un style de vie. La violence était le métier de cette noblesse guerrière et elle était également un moyen couramment utilisé pour défendre l'honneur de leur lignage et leurs intérêts territoriaux. D'ailleurs, cet aspect était soutenu et encouragé par le roi lui-même, qui avait besoin de cette noblesse toujours prête à prendre les armes. Charles VII, par exemple, accordait souvent aux grands nobles des lettres de rémission qui les graciaient d'un crime commis pour protéger leur honneur. Allez, c'est foutu, c'est pas part. Tu rigoles, j'anime. Salade. On a beaucoup parlé de Jean de Cran également, le fameux papy Jean qui avait érigé cette politique de la fin justifiant les moyens au rang d'art. Ce qui frappe donc, c'est de voir que les crimes de Gilles de Rais étaient si énormes, si horribles, que même une société habituée à la violence était frappée d'effroi en les découvrant. Preuve s'il en est que la société médiévale n'accordait pas une impunité totale aux plus puissants. La barre de l'inacceptable était simplement plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'ailleurs, et je trouve en tout cas c'est mon avis que c'est un des aspects les plus intéressants de ce procès, Gilles de Rais fait sa propre psychanalyse dans sa confession. Ça peut paraître bizarre, puisqu'avec le récit que je viens de vous faire, on imagine le baron comme un psychopathe sans remords et pas tellement comme un patient sur un canapé. Et pourtant, les actes du procès sont assez évocateurs, sur les larmes et les demandes incessantes de pardon exprimées par l'accusé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la confession est d'une honnêteté désarmante. Il y a par exemple un moment assez fascinant où le juge demande au baron pourquoi il a commis tous ces crimes. Et celui-ci répond alors. Il répondit qu'il les fit et perpétra selon son imagination et sa pensée, sans le conseil de personne et selon son propre sens, pour son plaisir et sa délectation charnelle, et non pour quelque autre intention ou quelque autre fin. Alors là-dessus, le juge est ébahi et il repose plusieurs fois la question à l'accusé. Et oui, pour un juge ecclésiastique, il apparaît évident qu'un crime aussi énorme doit avoir été inspiré par le diable ou au moins par une coupable hérésie. Eh bien, que nenni, puisque, comme vous l'avez vu, Gilles de Rais a même essayé de faire venir des démons, mais il n'a même pas réussi. Plus étonnant encore, Gilles de Rais semble parfaitement conscient de la monstruosité de son comportement, et il peut même l'expliquer. Déjà, il donne une date précise pour le début de ses crimes, ce qui en dit d'ailleurs assez long. Interrogé par le dit père révérend sur le lieu et le temps où il commença à perpétrer le crime, il répondit au château fort de Chantossé, et il déclara avoir commencé à le faire l'année où son aïeul, le seigneur de la Suze, décéda. Le seigneur de la Suze n'est autre que, vous l'aurez deviné, le fameux papy Jean.
On imagine donc que la disparition de ce pilier de la vie du baron a dû laisser libre cours à ses pires instincts, sans barrière familiale pour l'en empêcher. Dans la recherche de ce déséquilibre mental, il remonte lui-même jusqu'à son enfance. L'accusé dit qu'au temps de sa jeunesse, il avait toujours été de nature délicate, et qu'il avait pour son plaisir et selon sa volonté fait tout le mal qu'il souhaitait. Il reconnut qu'il était trop délicatement vêtu, et déclara encore que chez lui, l'oisiveté, une avidité insatiable de mets délicats et la fréquente absorption de vin chaud entretinrent principalement en lui un état d'excitation qui le porta à perpétrer tant de péchés et de crimes. Il exhortait les pères et les mères de gouverner leurs enfants dans les bonnes mœurs, les bons exemples et les bonnes doctrines, et là-dessus de les instruire et de les châtier, de peur qu'ils ne tombent dans le piège où il était lui-même tombé. Gilles de Rais était donc bien, aux yeux de ses contemporains, qui n'étaient pourtant pas des anges, un véritable monstre. Merci à tous d'avoir écouté ce 12e épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, avec lequel nous clôturons la saison 2. Comme d'habitude, vous trouverez en description l'ensemble de la bibliographie et des morceaux de musique utilisés pour cet épisode. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram si vous ne voulez rater aucune des actualités du podcast. Je vais d'ailleurs lancer très bientôt, pour fêter les 2 ans du podcast, et déjà, une petite FAQ dans laquelle vous pourrez me poser toutes vos questions, si vous en avez. Et puis sinon, on fera pas de FAQ. Pour réaliser ce 12e épisode, j'ai reçu une aide considérable de la part d'une personne qui souhaite rester dans l'anonymat, mais qui se reconnaîtra en écoutant cet épisode. Donc merci à toi, car sans ton travail, cet épisode n'aurait tout simplement pas pu voir le jour. Quant à nous, on se donne rendez-vous au mois de décembre pour la sortie d'un gros projet qui, je l'espère, vous donnera autant de plaisir à écouter qu'il m'en a donné à enregistrer. Je parle bien entendu de la dernière partie de l'épisode sur les sorcières, une fiction basée sur des faits réels qui vous plongera dans la ville d'Arras en 1459 sur les pas du notaire Mathieu Duhamel, chasseur de sorcières. À la prochaine!